Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, je crois que c'est bon, ça marche. Donc nous allons continuer avec les noyaux actifs et les quasars. J'aimerais d'abord vous montrer un petit peu l'importance, la fréquence de ces noyaux actifs et quasars en fonction du temps. Donc ici, vous avez le temps à partir du temps d'aujourd'hui 0, ou bien le redshift si vous voulez. Donc nous sommes ici. Et ce que montre ce diagramme est le taux d'accrétion de masse sur un trou noir, c'est-à-dire le taux de croissance des trous noirs, vu parce qu'on voit la luminosité des quasars ou des AGN, et on le transforme en masse, parce qu'on sait que l'efficacité maximum de rayonnement est de l'ordre de 10% par rapport à MC2, comme on l'a vu des dernières séances. Donc ce que vous voyez ici, c'est la luminosité donc, des AGN en bleu, en rouge c'est la courbe rouge, vers les rayons X. Donc, toutes ces courbes nous montrent qu'il y a eu un pic d'activité il y a 10 milliards d'années, c'est-à-dire 4 milliards d'années après le Big Bang, et qui correspond vraiment, curieusement, un peu similaire au taux de formation d'étoiles qu'il y a dans l'univers, qui pique aussi à peu près il y a 10 milliards d'années. Alors évidemment, ça a été normalisé. Il y a beaucoup plus de formation d'étoiles en masse par un rapport 3300. Mais on voit que la forme est la même. Donc il y a eu beaucoup plus d'activité à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, on voit qu'à la fois, nous regardons les étoiles qui ont été formées dans le passé, et puis on voit les trous noirs qui s'accumulent dans chaque galaxie, et qui sont complètement silencieux, qui n'ont plus d'activité. Donc comment va-t-on mesurer leur masse? On aimerait d'abord connaître comment ils ont cru et quelle masse ils sont. Évidemment, on ne va pas les peser avec une balance, mais on va essayer alors de faire une méthode pour tous les trous noirs qui nous entourent, qui ne sont plus actifs, la plupart aujourd'hui, comme on a vu. On va essayer de mesurer directement la vitesse du gaz et des étoiles qui tournent autour du trou noir, mais évidemment, il faut se rapprocher le plus possible, puisqu'on sait que la masse du bulbe dans les galaxies est à peu près 700 fois la masse du trou noir. Donc il faut vraiment s'approcher très près du trou noir pour avoir son influence gravitationnelle. Sinon, on ne la sent pas du tout. C'est pourquoi ces travaux ont eu lieu avec le télescope spatial Hubble depuis une vingtaine d'années en gros. On s'est aperçu donc qu'il y avait un trou noir dans chaque galaxie, c'est à partir de cette époque-là. Alors ensuite, pour les trous noirs plus lointains, on n'aura pas la résolution spatiale. Par contre, on aura des trous noirs qui sont actifs cette fois, puisqu'on voit qu'il y a 10 milliards d'années, ils étaient très actifs. Donc on va se servir de leur activité et de leur luminosité, qui normalement est maximum, presque celle d'Eddington, et surtout que tout ce qui émet très près du quasar a une petite taille, donc est très variable. En général, ce sont des sursauts, et on va voir que ces sursauts vont nous renseigner sur la taille qui va être illuminée par le sursaut. Donc on va faire des cartes de réverbération, des réflexions de la lumière du centre vers le bord. On va détailler un petit peu cette méthode de mesure. Alors d'abord, la première méthode, c'est celle donc, du gaz ionisé qui tourne autour du quasar. Alors ici, vous avez une galaxie proche, Messier 84, qui est dans la masse Virgo. Et vous voyez la fente ici bleue près du centre. Il y a en effet une grosse galaxie elliptique qui normalement n'a pas beaucoup de gaz, mais il y a quand même une traînée de poussière, donc on voit qu'il y a quand même un résidu de gaz. Et en effet, ici, vous avez la vitesse. En abscisse, c'est la vitesse, et en ordonnée, la position. Donc la vitesse en fonction de la position, décalée vers le rouge, évidemment en rouge et vers le bleu, et ce qui est à la vitesse systémique de galaxie en vert. Vous voyez qu'il y a une grande vitesse, 400 km par seconde, lorsqu'on s'approche du trou noir. Alors la résolution spatiale de Hubble, qui est 0,1 arc-seconde, à la distance de Virgo, ça vous donne 8 parsecs. Donc on est vraiment à l'intérieur de la zone d'attraction qui est en gros 20 à 50 parsecs du trou noir. On est à l'intérieur, on peut mesurer sa masse qui est, pour cette galaxie-là, de 1,5 milliard de masses solaires. Donc, il y a aussi les étoiles. Ici, le gaz a l'avantage qu'il est à peu près en trajectoire circulaire, mais parfois, il n'y a pas de gaz. Par exemple, pour notre voisine, la galaxie d'Andromède, que vous voyez ici, il y a un énorme bulbe. On sait aujourd'hui que la masse du trou noir est de l'ordre de 10 puissance 8, 100 millions de masses solaires, qui est même 30 fois celle de la Voie lactée, qui est de 4 10 puissance 6. Et parce qu'elle a un gros bulbe, mais il n'y a pas de gaz très près du trou noir. D'où on est obligé de se baser sur la vitesse des étoiles. Alors lorsqu'on regarde une image en rayons X de Andromède, on voit qu'il y a des tas de sources ponctuelles qui sont des étoiles X binaires. Et puis un petit point bleu qui est un sursaut
en X, on le voit ici avant et après, on voit qu'il y a une variation, il y a un sursaut de luminosité, et on sait donc que ce sursaut qui est variable ici doit être le trou noir. Et en effet, lorsqu'on regarde la dispersion de vitesse des étoiles, il y a un maximum à cet endroit ici. Donc on va regarder, faire une vue du télescope Hubble, et ce qu'on voit en fait, c'est une assez grande complexité, beaucoup plus complexe, ce n'est pas du tout régulier, ce n'est pas centré. On s'aperçoit qu'il y a 2 points. Alors les premiers 2 points que l'on voyait, c'était dans la lumière rouge, on l'a appelé P1, P2. On s'est aperçu après qu'il y avait un troisième P3 qui est un point bleu, qui est des étoiles plus jeunes. Mais vous voyez que comme la galaxie d'Andromède est très proche, elle est à 700 kPa, donc beaucoup plus proche que d'autres galaxies, on s'aperçoit que les étoiles sont beaucoup plus complexes. Peut-être qu'elles sont toutes comme ça, mais plus loin, vous ne voyez pas autant de détails. Ici, on voit que la vitesse en passant à travers ce grand axe ici est très irrégulière, elle va jusqu'à 400 en bas, 200 en haut, donc c'est quelque chose qui n'a aucune symétrie. Donc il faut comprendre pourquoi. Alors, ces 2 amas, normalement, seraient instables. La période de rotation est de 50 000 ans. Et ils devraient fusionner très rapidement en un temps dynamique, ce qui est incompatible avec le fait que l'on voit cette galaxie. Enfin, on pense qu'on n'est pas dans un moment particulier et que ça doit durer des millions et des millions d'années. Alors, lorsqu'on regarde donc cette image en infrarouge, on voit bien qu'il y a 2 pics, que c'est vraiment décentré. Et ces images-là sont obtenues à partir du sol, donc moins de résolution, mais on peut avoir la vitesse des étoiles. Donc, vous voyez ici cette carte décentrée aussi, c'est obtenu avec le télescope Canada-France-Hawaï, donc de 4 mètres. Et vous voyez le champ de vitesse, donc décalé vers le rouge pour ce pic-là, et décalé vers le bleu, donc ça correspond à un champ de vitesse de rotation, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est étonnant, c'est la dispersion de vitesse. La dispersion de vitesse ne pique pas ni sur l'un ni sur l'autre, ni au milieu, mais plutôt sur quelque chose qui est au voisinage de P2, donc complètement dissymétrique à nouveau. Donc sans doute le trou noir doit se trouver ici, mais il n'est pas au centre de rotation. Donc il y a un problème, et l'interprétation que l'on en fait est qu'il doit y avoir une onde, les étoiles doivent tourner de façon keplérienne. Donc ici, un modèle a été fait par Pérez et Tremen, un modèle sans autogravité, c'est-à-dire des particules test, où on a une vue de face et une vue de profil telle qu'on la voit sur le ciel. On voit que ces étoiles tournent autour du trou noir qui doit être ici, donc au foyer de cette ellipse. Et lorsqu'on prend en compte la seule gravité du disque, qui est vraiment assez massif par rapport au trou noir, on voit qu'en effet, on obtient une onde qui peut tourner, une onde de densité qui peut tourner très lentement et qui peut rester stable pour 1000 temps dynamiques, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années. Donc là, cette fois, on n'a plus le problème d'instabilité de 2 amas d'étoiles, on a plutôt une onde décentrée qui va tourner autour du trou noir. Et ça permet d'interpréter les courbes de rotation dissymétriques et d'en tirer une masse du trou noir. Donc il faut faire quand même une modélisation assez sophistiquée et non pas simplement un calcul de Kepler tout simple, symétrique. Donc lorsqu'on arrive à des résolutions qui sont en dessous de 0,1 arc-seconde, on voit que la vitesse va jusqu'à 1000 km par seconde, donc vraiment une masse de trou noir qui est à peu près 1,4 10 puissance 8 masse solaire. Donc vous voyez, avec certaines incertitudes tout de même, puisque le disque, son inclinaison n'est pas très connue, vu que même lorsqu'il est de face, l'onde m égale 1 n'est pas axisymétrique. Donc tout ça dépend un peu du modèle. L'inclinaison par le modèle est de 55 degrés, qui n'est pas l'inclinaison d'un 31, donc ça donne quand même une idée de l'incertitude que l'on a à mesurer ces masses de trous noirs. Alors il y a une méthode qui est beaucoup plus précise et qui est basée sur les masers. Les masers, qu'est-ce que c'est? Certaines molécules ont des rayonnements de molécules stimulées. Alors c'est exactement comme un laser, dont vous avez plus l'habitude, comme j'en emploie ici. Mais au lieu de L, light laser, ce serait M pour les micro-ondes. Donc c'est un laser en micro-ondes. Micro-ondes, ça veut dire millimétrique ou centimétrique, ici en radio. Alors l'origine de cette lumière laser est un petit peu schématisée ici. Le principe, c'est que l'émission est stimulée et non pas spontanée. Lorsque vous avez un atome ou une molécule entre deux niveaux, E1, E2 et E1, vous avez normalement une molécule qui peut se désexciter de façon spontanée et elle se désexcite avec des phases complètement désordonnées. Donc lorsque vous avez une sommation désordonnée de molécules avec des phases différentes, c'est un petit peu comme une marche au hasard, si vous voulez, lorsque vous marchez sans être très ordonné,
vous n'avez pas une distance parcourue n fois le pas de l'homme qui marche, mais vous avez racine de n. En fait. Et c'est un peu ce qui se passe. Vous avez des interférences entre les diverses phases. Et lorsque vous sommez au carré l'intensité, vous avez n, i, l'intensité de chaque atome. Lorsque vous avez une émission stimulée, donc vous avez un photon qui arrive à exactement cette fréquence-là, à ce moment-là, il déclenche l'émission de l'atome et vous en avez plusieurs ainsi, qui va se multiplier, un effet boule de neige. Et à ce moment-là, tous les atomes ou les molécules sont en phase. Et lorsque vous sommez au carré, vous avez N2 et non pas N. N peut faire des millions ou beaucoup plus. Donc vous avez une puissance énorme si vous êtes en phase. C'est ça le principe du maser. Et donc le grand avantage, cette émission intense dans un petit nuage, va vous permettre d'utiliser un interféromètre à très longue base, par exemple un télescope aux États-Unis, un télescope en Europe, et avoir énormément de résolution pour une lumière qui est quand même qui vient d'une petite région. S'il n'y avait pas de maser, vous ne verriez rien du tout avec une. Donc si je reviens à cette image, on s'est aperçu qu'autour de ce disque d'accrétion, qui est une galaxie proche, qui a un trou noir avec un G, il y a un disque d'accrétion où il y a des masers de l'eau, la molécule d'eau, qui émet à 1,3 cm. Et voici le spectre que vous avez. Vous avez une intensité énorme de ce maser naturel, avec certains décalages vers le rouge ou décalages vers le bleu, selon que le maser est d'un côté ou de l'autre de disque d'accrétion. Donc avec le VLBI, avec l'interférométrie longue base, on a pu atteindre quelques milliards secondes. Donc vous avez ici en abscisse le rayon, 9 milliards secondes. Ici vous avez la vitesse. Alors ce que vous voyez là, c'est une vitesse keplérienne. Vous êtes tout près du trou noir, donc c'est vraiment le champ de vitesse dû à une masse ponctuelle. Vous avez ici un petit g. Et puis une loi keplérienne, V en racine de R. Alors vous voyez ici une coupure qui est due au fait que le disque d'accrétion ne va pas jusqu'au centre. Donc vous avez un rayon minimum qui est ici. Et ensuite vous voyez un maser qui est à peu près devant vous, donc qui va très vite aussi, mais dont la vitesse est dans le plan du ciel, donc vous avez une vitesse 0. Donc vous avez ces trois là qui vous permettent de déduire la masse du trou noir. Alors il y en a quelques-unes autres. Le disque est un petit peu tilté, un petit peu warpé. Et en fait, il y a des masers du côté rouge qui s'en va et du côté bleu qui vient vers vous, et un troisième. Pourquoi ils sont tous alignés ici? C'est simplement qu'il faut une longue colonne densité de molécules pour avoir cet effet maser, pour en avoir un nombre. Donc il se trouve en fait au bord où vous sommez une grande quantité de molécules. Alors vous voyez ici que ça a été obtenu avec un télescope VLBA qui est composé de plusieurs antennes sur tous les États-Unis. Alors l'avantage de ce système, c'est que ce sont toutes les mêmes antennes, donc ils sont robotiques et qui peuvent marcher en même temps, mais il y a aussi des antennes qui font des interférences avec des antennes en Europe, un petit peu plus disparates, mais ça marche encore. Donc là, ça permet aussi de mesurer la constante de Hubble. Pourquoi? Parce que vous avez des mouvements propres. En fait, vous n'avez pas que les vitesses. Ici, vous voyez qu'on a pu suivre ces masers en 1995, 16, 17, donc au cours des ans, et on a la position en X et Y sur le ciel qui varie en fonction du temps. Alors comme il s'agit de points très compacts, inférieurs à millisecondes, alors les conditions pour avoir ce maser, on le voit bien, il faut que le nuage soit dense pour qu'il y ait beaucoup de molécules qui stimulent beaucoup d'autres molécules, que ce soit assez chaud, et ça c'est le cas près d'un trou noir, le disque d'accrétion est chauffé, et relativement calme, pas trop turbulent, pour que vous ayez toutes les molécules alignées à la bonne fréquence, sinon vous avez un Doppler trop grand. Donc en mesurant les positions, la vitesse radiale, et en mesurant l'évolution, vous avez donc les mouvements propres, et comme les mouvements propres, vous les comparez aux mouvements que doit, dans l'orbite keplérienne, bouger de façon linéaire dans le référentiel des galaxies. Donc vous avez la distance de galaxies avec une grande précision. Et on pense qu'avec plusieurs de ces masers, on pourra avoir la constante de Hubble à 1% près. Pour l'instant, on l'a mesurée à 10% près, mais on aimerait avoir plus de précision. Alors voici d'autres galaxies qui ont été mesurées par ces genres de techniques. Ici, NGC 1068. Vous avez la partie keplérienne ici et la partie qui est devant vous sur le disque d'accrétion. Donc on peuple cette région où un masse est à cette distance de 10 000 AU. Et puis parfois on voit d'autres gaz, ici la partie keplérienne, et une composante qui a l'air d'être un outflow qui se développe à partir de la GN. Donc ça nous permet en fait d'avoir une fenêtre, enfin, de voir directement le disque d'accrétion, ce qui ne se produit jamais car on n'a jamais la résolution de la milliarde seconde.
Alors si on revient aux étoiles, il y a certaines galaxies, celle-ci en particulier, qui font exception à la relation dont on a déjà commenté ici, masse du trou noir en fonction de masse du bulbe. Vous savez qu'il y a une bonne relation. Et cette galaxie-là est une galaxie complètement en dehors de la relation. Au lieu d'avoir une masse du trou noir qui est à peu près 0,5% de la masse du bulbe, elle est plutôt 50% de la masse du bulbe, ce qui paraît assez énorme. Alors ça a été obtenu récemment en 2012 par Van den Bosch, qui ont regardé la vitesse des étoiles. Et ça a été assez contesté parce que finalement les étoiles n'ont pas peut-être une rotation tout à fait claire. En fait, il y a même des mouvements qui sont radiaux, des mouvements anisotropes. Donc ils ont pris en compte tous ces effets, mais il y a beaucoup de contestations qui ont été faites. Donc pour en avoir le cœur net, nous avons regardé si on pouvait avoir du gaz. Le gaz, là, il n'y a pas de problème, il sera en rotation. Alors les galaxies elliptiques ne possèdent en général pas de gaz, mais là, il y avait une toute petite traînée de poussière avec le télescope Hubble. Et en intégrant moins 20 heures avec le télescope de plateau de Bure, le télescope de l'IRAM, qui observe des molécules, on a pu voir en effet une émission de molécules dont la largeur fait 1000 km à la base. Donc ça conforte en fait une grosse masse, alors qui peut varier si on fait varier la masse, le rapport masse sur luminosité des étoiles, qui soit il est normal 6, à ce moment-là ça fait une énorme masse, 17 milliards de masses solaires, ou alors un facteur 3 en moins si on prend un rapport M sur L assez grand. Donc même avec ce facteur 3 en moins, on a une énorme masse de trou noir. Donc il y a quand même des exceptions à cette loi, masse de trou noir en fonction de la masse du bulbe. On en voit ici quelques-unes, donc 1277 serait par là. Et on commence à comprendre pourquoi il y a ces exceptions. En fait, ces exceptions sont toujours dans les amas de galaxies. Alors, il semblerait que les trous noirs se forment plus vite au début de l'univers. Donc, on forme d'abord le trou noir, et puis ensuite, les étoiles prennent plus de temps, le bulbe prend plus de temps à se former, donc les étoiles rattrapent. Mais dans les amas de galaxies, vous avez un phénomène de balayage de gaz, donc vous étouffez la galaxie, le réservoir de gaz est coupé. Donc on a formé le trou noir, mais on ne permet pas au bulbe de se former et de rattraper la courbe ici, donc elle reste un petit peu décalée. Et peut-être qu'il s'agit de cet argument qui serait compatible avec le fait que les étoiles sont vieilles, puisqu'il n'y a pas de gaz pour reformer des étoiles. Donc on a un très fort rapport masse sur luminosité, ce qui a été regardé. Alors j'en viens maintenant à cette cartographie par réverbération, qui est une des méthodes clés, une des meilleures pour obtenir la masse des trous noirs lorsque vous avez un noyau actif, donc assez loin de nous puisqu'il n'y a pas de noyau vraiment actif très près. Alors quel est le principe? Donc vous avez ici la vue traditionnelle d'un trou noir, un trou noir entouré de son petit disque d'accrétion, de sa zone à raie très large, et puis ensuite un tore qui est obscur, un tore de poussière, avec peut-être des nuages qui sont à raie beaucoup moins large parce que plus loin du trou noir. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il y a une accrétion de gaz sur le trou noir qui donne lieu à un sursaut d'activité, donc un continuum qui va durer un certain intervalle de temps. Et puis ce continuum qui est né tout près du trou noir va se réfléchir sur tout ce qu'il y a autour, donc la zone à raie large. Elle va se réfléchir et donc arriver vers l'observateur avec un décalage qui est le temps qu'a mis la lumière à y aller, ici R sur C par exemple. Et on va pouvoir dire que le disque, pendant ce temps, est gelé. C'est-à-dire que le temps dynamique de rotation du disque, avec la vitesse qui est peut-être 1000 ou 10 000 km par seconde, est quand même beaucoup plus grand que le temps que met la lumière, qui va à 300 000 km par seconde. Donc on peut geler le disque et dire qu'on fait une réflexion, un instantané, si vous voulez, et on a des temps de délai qui varient en fonction de l'angle θ du disque qui réfléchit vers l'observateur. Donc typiquement, on pourrait avoir un flux donc, qui arrive à le continuum qui a été mis, puis ensuite, peu à peu, il va avoir un délai en fonction du temps, avec le premier rayon du disque d'accrétion jusqu'au dernier, et on a un certain délai qu'on va mesurer, et si on mesure ce délai, on va pouvoir mesurer la taille de la région de raie large, c'est-à-dire la BLR. Alors voici un petit peu, avec une seule équation, quelle va être la fonction de transfert, comment on va pouvoir inverser cela. En fait, voici l'image que l'on suppose, mais qu'on ne voit pas. Donc un trou noir, un disque d'accrétion et une région à raie large. Un continuum qui varie en fonction du temps. Et puis la raie qui est ici. Donc la raie est une convolution de la fonction de transfert, qui est la fonction de réflexion sur toute
les régions, les nuages ici, et puis la fonction de continuum. Donc ce qu'on aimerait connaître, cette fonction-là, évidemment, il va falloir simplifier, parce qu'on a très peu d'informations finalement, et on va essayer d'inverser cette information. Alors on va se servir pour ça, surtout des raies larges qui sont les raies de Balmer, les raies permises, comme on avait vu dans les séances précédentes, et puis du continuum, mais pas des autres raies qui sont essentiellement, il y en a quelques-unes qui sont semi-permises, mais d'autres qui sont interdites et qui sont à raies étroites et qui échantillonneraient la région de raie étroite, qui est autre chose que ce qu'on veut mesurer. Donc si on fait une petite simplification à une dimension, on va avoir une fonction beaucoup plus simple de la fonction de transfert. Et on va essayer seulement de mesurer uniquement un paramètre qui va être la taille. On suppose que tout est axisymétrique. Et on va faire la corrélation croisée entre la courbe d'émission reçue du continuum et la courbe d'émission reçue des raies. Alors voici une corrélation croisée ici en fonction du temps. Le temps a été intégré pendant 3 ans, mais pendant ces 3 ans, il y a eu plusieurs sursauts. Et donc on a un signal sur bruit qui était meilleur. Et on voit que la fonction a un pic qui est à quelques jours, 20 jours, ou même de 1 mois ou 2 mois ici. Donc c'est ça qu'on va mesurer et c'est ça qui nous donne la taille lumière de la région. Alors voici en gros ces courbes de lumière pour un objet en particulier. Le continuum a parfois un pic, parfois un creux. Et vous voyez que la raie en H-bêta, qui est une raie de Balmer, est décalée. Alors cette fois-ci, le temps, c'est de 13 jours environ. Donc la taille de la région BLR va être de 13 jours-lumière environ. Enfin, on va faire un modèle pour voir. Donc en gros, on peut faire ce genre de modèle en fonction de la distance à l'observateur. Si vous le faites à 1D, vous avez des anneaux de plus en plus grands, en fonction d'ailleurs des raies qui sont différentes. Et vous voyez que les vitesses pour le bleu ici, les vitesses vont être beaucoup plus grandes puisqu'on est près du trou noir et que tout ce disque a des vitesses keplériennes qui décroissent en racine de R. Donc ici, on va avoir, alors ce qu'on observe, c'est la vitesse. Ce qu'on a porté ici, c'est la vitesse, donc observée par la largeur des raies de la région à grande vitesse. Et puis le délai que l'on mesure en fonction de la courbe de lumière. On a un délai temporel et on voit qu'on peut mesurer cette vitesse en fonction du délai. Donc ici, pour les petits rayons, on a de grandes vitesses et des petits délais. Il faut très peu de temps pour aller ici. Et puis, au fur et à mesure qu'on a sur la région orange, on va avoir une très petite vitesse, donc très étroit, et puis un grand délai. Donc c'est un petit peu ce genre de courbe qu'on s'attend à voir. Et qu'on va mesurer ensuite, une fois qu'on aura mesuré la taille, ce qu'on veut, c'est, on va inverser la relation que sigma au carré est égal à Gm sur R, mais avec un certain facteur F, puisqu'on ne connaît pas l'inclinaison du disque. On a fait une hypothèse d'un disque mince. On a donc la dispersion de vitesse qu'on mesure par la largeur des raies. On a le rayon mesuré par cette taille par le délai temporel. Et puis on a ce facteur F. Alors pour tous les cas de quasar, on a fait la mesure de réverbération et puis aussi une autre mesure possible. On a pu comparer et calibrer. Ce rapport F, il est égal à 2 ou 5. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas complètement par la tranche ni complètement de face, mais on peut calibrer ce rapport F. Et puis on peut aussi faire une petite sophistication en fonction des raies observées. Ici, vous voyez qu'on a pris une modélisation en spirale. Et puis surtout, là, c'est le RGB, c'est-à-dire vert, rouge, vert et bleu. En rouge, on a la raie Lyman alpha, par exemple. En vert, C4 et HE2. L'HE2 est tout près du centre. Et on voit que le modèle nous donnerait ce genre de courbe. Ce que vous voyez en pointillé, c'est la relation qui lie la taille et la vitesse, c'est-à-dire le viriel. Tout ce qui est à l'intérieur de la courbe bleue est virialisé, c'est-à-dire il est lié au trou noir par attraction gravitationnelle. Alors voici des mesures, ça c'était des modèles, voici les mesures pour 4 objets. Vous voyez qu'en effet, par exemple pour l'hélium 2, on a une très grande vitesse, et puis ensuite pour les régions plus lointaines, une peu petite vitesse, et ça correspond exactement au modèle. Parfois, toutefois, on sort de la région liée gravitationnellement, et certainement cette région veut dire qu'on a un flot de matière qui va sortir. Alors on peut faire des modèles plus sophistiqués avec un certain flow vers le centre, un infall, un free fall. On voit que la forme serait non symétrique. On peut supposer aussi qu'il y a un G à grande vitesse avec un point brillant ou bien quelque chose qui est optiquement épais. Enfin, la modélisation est très variée.
Et on pense que dans le futur, ça va être un outil très précieux parce qu'on a de plus en plus de grands surveys de galaxies, surtout pour regarder l'énergie noire. Ça, c'est un but qui est un petit peu différent de celui des quasars, mais qui permet de regarder dans des régions du ciel des milliards de galaxies. Et dans le même temps, on a des milliers de quasars. Donc peut-être 500 quasars seront suivis dans le temps et on pourra avoir beaucoup plus de statistiques sur ces objets-là. Jusqu'à présent, il n'y en a que 50 qui ont été cartographiés par cette méthode. Ça a pris du temps. On voit que ça a commencé dans les années 90, où on commençait avec des courbes de lumière très très peu échantillonnées. Comme vous voyez, il y a eu plusieurs campagnes qui ont été faites aux États-Unis ou en Europe. Ici, un dernier survey a été fait avec des lentilles gravitationnelles. Le but n'était pas de regarder la réverbération des quasars, mais c'était un résultat qui a eu en plus. Et donc, dans le futur, on pense multiplier par 10 ce nombre de quasars. Alors, j'en mentionnerai un qui est un suivi robotique fait avec l'Ascumbres Observatory, Global Telescope. Vous voyez, le sigle est ici, LCOGT. Si vous voyez les couleurs qui vous ressemblent à Google, ce n'est pas un hasard, c'est que Google est en train de financer tous ces télescopes. Donc, c'est assez intéressant. Il y a une quinzaine de télescopes, à la fois en Californie, au Texas, au Chili, en Australie, en Afrique du Sud. Et ils commencent à obtenir leurs résultats. Alors, vous voyez ici un des quasars qui a été regardé, la courbe de corrélation croisée en fonction du temps, pour plusieurs raies. Alors, pour le continuum, évidemment, c'est 0. Puis, vous voyez le délai en fonction de la raie qui est plus ou moins près du trou noir. Le plus lointain, c'est H-alpha, en rouge. Et vous mesurez des délais de 10 à 20 jours. Donc ça, c'est beaucoup plus clair qu'avant. La méthode est plus... Et puis, vous pouvez regarder s'il y a des inflows, des outflows, etc. Alors, voici ce qui a été fait donc, avec ces télescopes. Et on voit que la raie H-alpha, par exemple, vous voyez qu'au-delà d'un délai de 15 jours, on sort de la zone qui est liée au quasar gravitationnellement. Donc, on voit qu'il y a des flots. Il y a du gaz qui est libéré et qui s'évapore du disaccrétion. Donc, tout ceci, non seulement on peut mesurer la masse du trou noir, mais aussi on peut s'apercevoir de ce qui se passe près du disaccrétion. Est-ce qu'il y a un inflow? Est-ce que le disque est mince, épais, etc. Donc cette méthode est vraiment certainement une méthode qui va se développer dans l'avenir. Alors vous avez ici la quinzaine de télescopes donc financés par Google ici. Vous en avez à Hawaï, 2 mètres, c'est quand même assez grand. Vous en avez au Texas, dans l'observatoire de McDonald. Vous en avez au Chili, Sao Tololo, 3 fois 1 mètre. Vous en avez à Teide, qui est aux Canaries, 2 fois de 50 cm. Sutherland, c'est en Afrique du Sud, dans le même site que le 10 mètres de SALT. Et Alice, un premier site qui est au Tibet, donc opéré par la Chine, et Siding Spring en Australie. Donc vous voyez qu'il y a de divers endroits. Il fera toujours beau quelque part, donc on pourra toujours suivre le quasar, même s'il pleut dans un des sites. Donc ça paraît très, très intéressant. Alors toutes ces cartographies de réverbération ont permis d'obtenir des relations statistiques entre la luminosité d'un quasar et sa taille, avec tous les délais temporels des raies que l'on vient de présenter. Ça va permettre d'appliquer de connaître la taille sans même avoir besoin de faire tout le suivi et d'avoir tous les délais temporels. Donc d'appliquer cette méthode à beaucoup plus de quasars. Alors voici le résultat. Ici, vous avez la luminosité du quasar et la taille de la région BLR. C'est un log-log, donc là, une loi de puissance. Et la loi de puissance est en 0,5, la pente de la puissance. Et c'est quelque chose auquel on aurait pu s'attendre si ces petites relations sont vérifiées. Alors, ces relations, il s'agit de Q qui est le nombre de photons ionisants du trou noir de l'AGN. U, c'est le flux optique mesuré, le flux ionisant. Vous voyez que Q, le nombre de photons, va ioniser une certaine région qui va aller jusqu'à R. Et la région sera d'autant plus grande que vous avez une faible densité d'électrons et de protons à ioniser. Donc vous avez U le flux, NE la densité de particules d'électrons, la taille de la région R, et puis Q évidemment c'est le nombre de photons, c'est-à-dire la luminosité sur l'énergie du photon. Donc si on suppose que U et NE sont à peu près semblables d'une galaxie à l'autre, et c'est vrai que ce sont toujours les mêmes phénomènes qu'il y a autour du quasar, si vous avez plus de luminosité, vous allez ioniser plus loin.
Et en fait, c'est ce que dit cette supposition. Si U et NE sont constants, vous avez Q qui est proportionnel à R2. Donc, si R est en Q à la racine, vous avez aussi L est proportionnel à Q. Donc, vous avez cette relation-là. C'est exactement celle qu'on trouve ici. On s'attend à 0,5, on trouve 0,54, mais avec une certaine dispersion. Donc, c'est vraiment, ça vous montre que, sans doute, U et NE sont à peu près semblables d'une galaxie à l'autre. On a bien cette relation. Enfin, il fallait quand même la trouver et la vérifier. Donc maintenant, avec cette relation, une fois que vous avez la luminosité du quasar et que vous avez sa largeur de raie, vous avez sa taille ici, en la portant sur cette courbe, et vous pouvez avoir la masse du quasar directement. Donc ça, c'est la méthode qui est la plus utilisée si vous n'avez pas le temps de regarder la réverbération. Alors, lorsqu'on regarde cette réverbération, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut voir dans les variations. Par exemple, on a pu montrer que cette galaxie spirale a un trou noir au centre, 1365, qui est en train de tourner au maximum. Alors vous savez qu'on a défini un paramètre sans dimension, petit a, qui est fonction du moment cinétique du trou noir. A égale 0 pour un trou noir qui ne tourne pas, un trou noir de Schwarzschild, et A égale 1 au maximum pour un trou noir de Kerr qui tourne au plus qu'il peut. Alors ici, comment on a fait pour savoir si le trou noir était en rotation? Il s'agit de la raie du fer de K-alpha, qui est une raie de résonance qui est émise près du trou noir et qui normalement devrait avoir un redshift gravitationnel tout à fait relativiste. Cette raie est ici, et le gros problème, c'est qu'on a des nuages qui passent devant et qui font des raies d'absorption. Vous voyez cette raie d'absorption-là, qui est variable, et qui est due à des nuages. Donc cette forme de raie est très perturbée à cause des raies d'absorption. Donc il a fallu regarder les variations de tout le spectre. Alors ce spectre-là est plutôt un spectre qui est dû à des régions beaucoup plus lointaines de réflexion. Et on a pu comparer plusieurs bandes de fréquences. Alors vous voyez le rapport entre la bande 7,15 keV et puis 15,80 keV, donc beaucoup plus énergique. En fait, il n'y a pas de variation. Par contre, si on fait les variations de ce domaine spectral, de ce rapport spectral SR qu'on appelle 3,5 sur 6,10, ça c'est autour de la région de la raie du fer, on voit qu'il y a en effet ces variations. Et on a pu, par ces techniques de réverbération, savoir ce qui était dû au nuage, en fait, et ce qui était dû à la vraie raie du fer qui varie auprès du trou noir. Par exemple, à certaines observations, on a pu voir cette raie qui redevenait bleue, puisque la partie rouge avait été éteinte par un nuage de vent, ou alors la partie rouge. Donc cette forme de raie a pu, par le suivi en fonction du temps, être complètement mappée. Et vous savez que c'est cette raie, cette aile rouge, qui permet de distinguer entre ces deux versions du trou noir, qui ne tournent pas, où l'orbite stable, la plus stable ici, est assez loin du trou noir. À ce moment-là, vous avez un boost ici dans le bleu et puis une toute petite raie rouge. Alors que si on s'approche vraiment du trou noir, dans le cas d'un trou noir en rotation, on a une très grande aile rouge ici. Donc c'est plutôt dans ce cas-là que se trouvait la galaxie. Donc on peut montrer, par ces techniques de réverbération aussi, quelle est la rotation des trous noirs. Alors maintenant, je vais passer à une autre échelle. Je vais essayer, alors là j'ai un peu illustré toutes ces grandes échelles d'un quasar par ce petit film qui va relativement vite et qui part des étoiles et qui vous montre tout d'un coup qu'il y a des nuages bleu-blanc et un tor rouge, hein, c'est ce qu'il y a, le tor, et puis ensuite des nuages jaune, vert, violet qui sont les nuages très larges qui sont près du trou noir et près des trous noirs d'accrétion. En fait, ça va relativement vite, donc on va le passer une dernière fois pour montrer la succession donc, des étoiles, du tor moléculaire, de la région BLR et puis du disaccrétion et du G qui est perpendiculaire. Donc tout ceci, c'est pour m'introduire mon disque d'accrétion. Et on va s'intéresser maintenant au taux d'accrétion de masse sur un trou noir. À quel taux le trou noir va pouvoir accréter sa masse et grossir et se fabriquer sa masse actuelle. Alors, la première chose qui vient à l'idée est vraiment très très simple, ce que les premiers astronomes avaient vu au début, dans les années 60-70, c'est de supposer que vous avez une boule de gaz sphérique avec une dispersion de vitesse qui va être appelée CS, et puis tout ce qui est dans la zone d'action gravitationnelle du trou noir va tomber. Le premier qui avait fait ce calcul était Bondi, donc on appelle ça un taux d'accrétion de Bondi.
Alors, ce taux d'accrétion est défini par le rayon R maximum. Comment on va le déterminer? C'est le rayon où l'énergie cinétique, qui est proportionnelle à la vitesse, dissipation de vitesse, est égale à l'énergie potentielle du haut trou noir, donc Gm sur R. Donc, si vous êtes à un rayon plus petit, vous êtes sensible à la gravité du trou noir. Si vous êtes à un rayon plus grand, vous ne voyez plus le trou noir. Donc, c'est à partir de ce rayon que vous allez accréter. Donc, si vous donnez le taux d'accrétion qui est proportionnel pour une tranche dr à 4 pierres de ρ, la densité du gaz, vous voyez que ce R2, on va le dire égal à R par cette relation. Donc le R2 va devenir M2. Et on voit que le taux d'accrétion, dans ce cas bondi, un taux sphérique tout à fait naïf et simpliste, est un taux qui varie très vite avec la masse du trou noir, qui varie en M au carré. Et puis évidemment avec la densité du nuage de gaz qu'il y a autour et la vitesse. Alors ça, c'est quelque chose qui va beaucoup trop vite. Quand vous regardez, vous êtes beaucoup trop efficace. Et en fait, il y a quelque chose qui est essentiel à prendre en compte, c'est la rotation. En fait, le gaz qui tombe sur le trou noir, il ne va pas tomber directement vers le centre en zéro. Il va finalement acquérir une certaine vitesse à l'infini et il va tourner autour. Et finalement, si vous ne vous débarrassez pas de la rotation, vous allez avoir de la matière qui tourne autour sans arrêt et qui va être à l'équilibre et rien ne va tomber. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un couple en fait, de torsion qui va échanger le moment angulaire et qui va permettre au gaz de tomber vers le centre. Donc c'est là tout le problème du disque d'accrétion, c'est de trouver quels sont les couples qui vont faire tomber. Alors le couple, le moment angulaire, on va l'appeler L, et comme vous le savez, la variation du moment angulaire, du moment cinétique, si vous voulez, du moment de rotation, c'est égal au couple qui est le couple de la force F, FR, c'est le couple par rapport à cet axe de rotation. Donc il faut trouver un couple. Alors qu'est-ce que ça va être? Évidemment, si le disque est complètement axisymétrique, vous n'aurez que des forces radiales et donc un couple nul. Donc il faut des forces tangentielles. Et ces forces tangentielles elles vont être dues au fait qu'il y a certainement de la viscosité parce que le disque tourne de façon différentielle. Le centre du disque tourne beaucoup plus vite que le bord parce que nous sommes dans un disque keplérien où la vitesse est en 1 sur racine de R. Donc oméga, qui est la vitesse angulaire de rotation, c'est V sur R. Donc ça va décroître comme R moins 3,5. Et on peut calculer, je vais décrire un petit peu tout à l'heure, mais on va déjà calculer le taux de dissipation qu'il va y avoir dans ces frottements, la viscosité. Alors le taux de dissipation peut se calculer. Vous avez M point, c'est le taux de masse qui arrive, et son énergie d'accrétion, c'est le taux de masse multiplié par l'énergie potentielle. En tombant, l'énergie d'accrétion, c'est la chute gravitationnelle de la masse M point qui tombe sur le trou noir. Donc on peut calculer ce taux de dissipation. Et si vous dites qu'il y a un état stationnaire et tout ce qu'on dissipe dans la viscosité est re-rayonné, à ce moment-là, on voit qu'on va rayonner comme un corps noir. On va supposer que c'est optiquement épais. Un corps noir. Le corps noir rayonne comme sigma T4. Si l'épaisseur optique est très grande devant 1, ça va être en T4. Donc si vous symbolisez par 4 anneaux différents, on voit que tout ce qui est au centre, il y a beaucoup plus d'énergie gravitationnelle, puisque c'est en 1 sur R. Ici, on a une énergie très grande, donc une température beaucoup plus grande. La température va varier comme R moins 3 quarts, lorsqu'on égale ces deux quantités. Donc c'est pratiquement en 1 sur R. Et donc ici, on a quelque chose de très chaud, et puis ensuite, ça devient de plus en plus froid. Donc vous voyez qu'on peut, en faisant une approximation assez simple d'un taux de dissipation et puis d'un rayonnement comme un corps noir, on a à peu près une température du disque d'accrétion. Alors cette température, on va la voir dans le rayonnement, donc la luminosité en fonction de la fréquence. Tout corps noir rayonne avec une température qui est proportionnelle à sa fréquence maximum. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a toujours dans le spectre des quasars ce qu'on appelle Big Blue Bump ou BBB si vous voulez, et c'est une grande bosse bleue. Alors pourquoi elle est plus grande que les autres? C'est que comme c'est en T4 et que le bleu est beaucoup plus chaud, il suffit de très peu de masse pour avoir beaucoup plus de flux. Donc c'est ça qui est maximum. Et ensuite, les autres anneaux vont rayonner à des fréquences plus faibles selon leur température. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le rayonnement qu'on attend. Et la présence de ce Big Blue Bump dans tous les rayonnements de quasars nous prouve qu'en effet, on a bien un disque et un rayonnement de corps noir. C'est à peu près une bonne vision de ce qui se passe. On a aussi la température qui dépend, bien entendu, de la rotation du trou noir, comme on l'a vu tout à l'heure. Lorsque le trou noir est de Schwarzschild, le rayon à laquelle on peut orbiter autour du trou noir est quand même plus loin du trou noir, donc on aura un trou noir beaucoup plus froid que lorsque le trou noir est en rotation.
où on pourra aller beaucoup plus près du trou noir et on aura un disque beaucoup plus chaud. Donc un Big Blue Bump qui sera beaucoup plus chaud. Je rappelle la formule que le minimum pour un trou noir qui ne tourne pas est à peu près 3 fois le rayon de Schwarzschild. Alors pour le couple de viscosité, voici ce que Shakura et Souniaev, qui avaient les premiers fait un modèle de disaccrétion, avaient supposé. En fait, pour une force de viscosité, on ne sait pas encore quelle est cette viscosité. On va voir que dans le milieu interstellaire, enfin dans le milieu de disaccrétion qu'il y a autour du trou noir, la viscosité ordinaire que vous avez en laboratoire, par exemple du miel qui est très visqueux, il s'agit de la viscosité moléculaire. Ici, ce n'est pas du tout la viscosité moléculaire, car les molécules sont très très éloignées les unes des autres. Il n'y a pas vraiment de viscosité physique comme vous en avez l'intuition. C'est plutôt des phénomènes de viscosité turbulente, plutôt macroscopiques. Alors sans savoir quels sont ces phénomènes, on peut quand même calculer le couple de torsion exercé par ces couples visqueux d'un rayon R à un rayon R plus R par un phénomène, un paramètre nu qui est la viscosité, et par des éléments un petit peu dimensionnels. Shakura Souniaev dit je ne sais pas du tout ce que c'est que cette viscosité, mais en tout cas elle doit être homogène à une vitesse et une taille. Vitesse caractéristique, c'est la vitesse du milieu, et puis h, c'est peut-être la hauteur du disque. Donc soit alpha, un facteur sans dimension qui va varier entre 0 et 1, et on va essayer de calculer un modèle, peut-être invariant d'échelle, puisque c'est sans dimension. Et en effet, on a ce facteur nu. Alors ici, h, c'est l'épaisseur du disque, r, c'est le rayon, et oméga, évidemment, on sent bien qu'il y a la dérivée d'oméga en fonction du rayon qui dépend de ce cisaillement. Si vous avez la rotation d'un corps solide, évidemment, il n'y a pas de cisaillement qui se produit, il n'y a pas de viscosité. Là, la viscosité est due à la rotation différentielle, donc on sent bien pourquoi il y a ce dω sur dr. Alors, comme je disais, la viscosité atomique ou moléculaire est complètement négligeable. Pour vous donner des ordres de grandeur, on a dans ce milieu des 10 puissance 3 particules par centimètre cube, ce qui est déjà assez dense, mais qui n'a rien à voir avec les 10 puissance 23 que vous ayez dans un laboratoire, par exemple. Le libre parcours moyen d'une molécule, c'est de l'ordre de l'AU, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Et une molécule attend 1 an avant de rencontrer une autre molécule. Donc vous voyez que le gaz ne se voit pas, il n'y a pas vraiment de viscosité moléculaire. Donc la viscosité qu'on va avoir, c'est certainement due à la turbulence, aux instabilités gravitationnelles ou peut-être magnétiques, comme on va le voir. Alors je précise un petit peu la variation de la vitesse oméga, la vitesse angulaire, en partant de la loi de Kepler, la vitesse au carré étant gm sur r, m étant la masse du trou noir, elle ne varie pas, et oméga c'est v sur r. Donc vous voyez qu'on a juste oméga 2 qui est en 1 sur r3, donc cette courbe-là, en fonction de r, et le moment cinétique ou moment angulaire, c'est juste le produit VR. D'où, si vous remplacez v ici, on a quelque chose qui varie comme racine de r, donc cette quantité-là. Alors c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on va vouloir que certaines particules qui sont au centre vont échanger du moment angulaire avec des particules plus externes, donc elles vont tomber et perdre leur moment, et elles vont donner leur moment à des particules qui vont s'échapper et emporter tout le moment angulaire. Donc vous allez avoir une certaine instabilité, et une grande découverte a été celle de Balbus et Hawley en 1991, qui sont aperçus que dès que vous mettez un petit champ magnétique, vous avez une viscosité, enfin une instabilité turbulente qui va créer une viscosité auquel n'avait pas pensé Shakura Souniaev. En fait, il avait redécouvert, puisque Chandrasekhar l'avait déjà fait le calcul en 60, mais pour les disaccrétions, personne n'y avait pensé. Alors, cette instabilité est appelée magnéto-rotationnelle, puisqu'il s'agit d'un champ magnétique dans un disque qui est en rotation différentielle. Et puis, pour connaître un petit peu de quoi il s'agit avec les mains, donc on fait ce petit diagramme ici. Donc, vous avez un disque d'accrétion qui tourne autour du centre, et vous avez deux petites masses. Alors, il faut comprendre aussi que le fait qu'il y ait un champ magnétique avec des particules qui sont chargées, en fait, le milieu est neutre globalement, mais il y a des électrons et des protons. Donc, ce milieu est un petit peu, enfin, le champ magnétique est un peu gelé dans le milieu. Et donc, les forces magnétiques équivalent un petit peu à relier les masses entre elles, les éléments de fluide entre eux, par ce petit ressort qu'on a symbolisé ici. Donc, vous voyez que si on a deux particules, il y en a une qui va venir vers l'intérieur, on l'appelait MI pour intérieur, puis l'autre va aller vers l'extérieur, outer, donc on va l'appeler MO par exemple, et on voit qu'elles sont un petit peu reliées. Donc, celle qui va aller vers l'intérieur,
on a vu ici qu'elle tourne de plus en plus vite si elle va vers l'intérieur, alors que celle-ci tourne moins vite. Donc elle va avoir tendance, MI va avoir tendance à entraîner MO dans sa rotation, donc elle va accélérer MO. Or, accélérer MO veut dire qu'elle va avoir de plus en plus de moments cinétiques, elle va aller encore de plus en plus vers l'extérieur, et celle-ci, MI, elle va tomber, donc elle va perdre du moment angulaire, elle va tourner de plus en plus vite, elle va tirer de plus en plus. Donc vous voyez que c'est instable. En fait, on a une particule qui a très peu de moments angulaires, qui est pauvre, si vous voulez, et qui en donne aux riches. Évidemment, le pauvre s'appauvrit et le riche s'enrichit, ça c'est bien connu. D'où on a une stabilité qui va craquer quelque part. Alors ici, en effet, quand on a une simulation de cette instabilité rotationnelle faite par Rollet, on voit le disque d'accrétion ici avec une coupe, et la coupe est ici en rayon hauteur. Ce que vous voyez ici, c'est donc des éléments de fluide turbulent. En rouge, des éléments qui ont plus de moments angulaires que le keplérien, et en bleu, celles qui en ont moins. Donc les particules en rouge vont certainement aller vers l'extérieur et prendre tout le moment angulaire, et le bleu vont tomber vers le centre. Donc c'est cette instabilité-là qui va faire ces couples de torsion et qui sont équivalents à la viscosité ici. Alors je vous ai dit qu'un champ magnétique équivalait à une certaine tension. En fait, on peut le retrouver un petit peu avec les mains en reprenant une ou deux équations de Maxwell. En fait, quand on a un conducteur, ce disque d'accrétion qui a des particules chargées est équivalent à un conducteur qui tourne dans un champ magnétique qu'on va supposer être vertical au départ. À ce moment-là, vous allez avoir un champ électrique qui va essayer de compenser cette force magnétique V vectoriel B qui s'exerce sur le conducteur. Alors, dans le référentiel du conducteur, on va avoir un champ nul, ça va annuler, mais dans le référentiel au repos, vous allez avoir un champ E et puis un champ B recréé qui va être donc selon cette équation de Maxwell, et vous allez avoir dB sur dt qui sera rotationnel de V vectoriel B. Donc si je fais passer un petit déplacement dr qui est VDT, vous voyez que le dt je le fais passer là, ça va nous donner un petit dB qui sera égal au déplacement dr. Donc imaginons un petit déplacement, vous voyez que ceci je le transforme vu que la divergence de B est nulle, et ça va me donner un petit dB qui est perpendiculaire à B. Vous voyez, dès que un petit élément de fluide se déplace, il va recréer un champ B, il va déformer la ligne de champ B dans ce sens-là. Donc c'est vraiment un petit peu une tension. Vous pouvez le voir aussi sous la forme de la force du champ B sur le courant. En fait, vous avez aussi un courant. Et cette force est égale au gradient d'une pression, la pression magnétique B2 ici, et puis cette force qui est vraiment équivalente à une tension et qui a été représentée par les petits ressorts que je vous mettais dans les petites images. Donc on a un petit peu cette image-là d'éléments de fluide qui sont liés aux lignes de champ avec cette tension qui sont comme des perles sur le fil. Donc ça, c'est pour un disque d'accrétion mince qui est instable donc par le champ magnétique. Ça, on le comprend bien et ça marche bien. Mais on a besoin d'un autre modèle. Alors cet autre modèle, pourquoi? Parce que si on a des spectres de quasars qui ont vraiment cette bosse bleue ici, certains spectres n'en ont pas. Alors ici, en fonction de la fréquence, vous avez le spectre d'un quasar. Il y a parfois des bosses bleues, il y a des bosses aussi en rayons X et gamma. Et puis dans la partie radio, vous avez le spectre synchrotron. Vous avez au passage d'ailleurs des galaxies qui sont fortes en radio, faibles en radio, etc. Et vous voyez que la courbe noire, c'est un AGN de faible luminosité, comme la Voie lactée par exemple. On n'a pas de bosse bleue. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'on n'a pas de disque, puisqu'on a aussi quand même du rayonnement en X fort, donc on a quand même une certaine activité, mais il n'y a pas de disque. Que se passe-t-il? Donc on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière sur la Voie lactée. On a notre trou noir de Sagittarius A, un spectre de cette forme. On n'a pas du tout de bosse bleue. On a plutôt une loi de puissance. Et parfois, on a un sursaut en X, mais on a un spectre radio ici synchrotron. Et puis, il y a un autre problème qui nous dit qu'on doit avoir un autre modèle que le disque d'accrétion standard, c'est qu'on sait que notre trou noir accrète de la masse. Et le taux d'accrétion de masse est de 10-4, le taux maximum, le taux d'Eddington, alors que la luminosité est quand même très faible. Si on rayonnait tout ce qu'on accrète, toute la luminosité de l'accrétion était rayonnée, on devrait avoir 10-4 luminosité d'Eddington.
on a 5 ordres de grandeur en dessous. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On accrète du gaz, mais rien ne rayonne. D'où le modèle qui a été inventé de ce qu'on appelle ADAF, un flot d'accrétion qui est dominé par l'advection, c'est-à-dire que toute cette énergie d'accrétion, lorsque la matière tombe sur le trou noir, elle va servir à chauffer le gaz, et puis le gaz, au lieu de rayonner, le gaz ne va pas être efficace pour rayonner, mais tout le gaz chaud va rentrer dans le trou noir sans avoir rayonné. Donc il va être advecté dans le trou noir. Alors dans le bilan d'énergie, on aura ce genre de bilan ici, la chaleur Q. On a Q+, c'est la recette en chaleur, si vous voulez, la viscosité qui chauffe le gaz. Et puis, si jamais on rayonne tout, ça va être Q-. Donc, dans le cas d'un disque d'accrétion avec un disque qui rayonne le maximum, on va avoir Q+ égale Q-. Donc, vous rayonnez toute l'énergie que vous avez acquise. Par contre, si Q+ n'est pas égal à Q- et qu'on a un résidu, c'est cette quantité de chaleur qui va être vectée dans le trou noir, qui va être avalée par le trou noir directement, sans qu'il y ait de rayonnement. D'où, si on représente... alors, dans quelles conditions y a-t-il ce phénomène de ADAF? Il faut que le rayonnement soit supprimé. Ça peut arriver de deux façons. Soit le gaz est très optiquement mince, donc pas assez dense pour pouvoir rayonner. Donc l'efficacité d'un rayonnement va être très faible. Et donc ça veut dire que le gaz va être chauffé, puisqu'il est quand même chauffé par la viscosité. Il va devenir sphérique et il ne va pas rayonner aussi efficacement qu'un disque. Ou alors, au contraire, le rayonnement est piégé dans quelque chose de très très dense et optiquement épais, et plus rien ne rayonne aussi. Il y a deux extrêmes. Soit il rayonne très peu parce qu'il est très mince, ou très épais. Alors voici un petit peu le résumé de la luminosité que vous pouvez avoir en fonction du taux d'accrétion, m dot, la dérivée dm sur dt. Donc si vous avez un taux d'accrétion supérieur à un taux critique, ici, qui est la ligne verticale, à ce moment-là, vous pourrez avoir un disque mince qui rayonne comme un corps noir, donc L proportionnel à M point, avec l'efficacité 0,1. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous ne rayonnez pas du tout. Vous avez toujours un taux d'accrétion, mais il ne rayonne pas proportionnellement à la masse qu'il accrète. Et il semblerait que tous les trous noirs qui nous entourent, le nôtre en particulier, mais tous ceux dans les galaxies voisines, soient très peu lumineux, et on est toujours dans un taux d'accrétion très faible, et donc un trou noir qui ne rayonne pas. Alors voici en gros les petites images que l'on se fait d'un trou noir, du disque possible et autour du trou noir. Il y a 4 cas possibles ici. Il y en a 2 où vous avez quand même un disque d'accrétion qui s'épaissit en fonction du rayon. Alors ça c'est dynamique, simplement que la force de rappel vers le disque est plus faible, donc le disque s'évase. Mais on a besoin aussi d'une couronne. Alors je vais en dire quelque chose un petit peu plus tard. Pourquoi on a besoin de cette couronne? C'est que certains trous noirs, enfin la plupart même, rayonnent des X très durs et des gamma, et ce n'est pas possible de les faire dans le disque. Le disque a une bosse bleue avec des UV, peut-être des X mous, mais pas plus. Donc on pense qu'il s'agit de rayonnement qui vient dans cette couronne qui est faite d'électrons très relativistes. Et en rencontrant un électron relativiste, l'électron relativiste va lui donner de l'énergie et il va devenir X dur, etc. Donc on a besoin d'une couronne pour avoir une réflexion, un effet de Compton inverse qui va vous expliquer l'origine des rayons X. Alors ça peut être une couronne, ça peut être des points. Et puis le fameux ADAF, il est ici, c'est-à-dire qu'à partir d'un disque, le disque va s'arrêter à un moment donné et il va être remplacé par quelque chose de beaucoup plus sphérique qui va émettre très peu. Alors, il peut y avoir un disque homogène ou alors avec des nuages de gaz, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le point essentiel, c'est que le disque s'arrête et on a un milieu assez diffus qui est très peu efficace à rayonner, et c'est ça le ADAF. Alors, il y a aussi, pourquoi on a une couronne dans tous les cas, c'est qu'il y a cette instabilité magnétique dont j'ai parlé. Alors, cette instabilité, elle a une grande turbulence, vous avez vu dans la simulation, et on a des champs magnétiques de tous les côtés, on a des bulles et même des flots de masse qui remontent. Donc ça fait comprendre un petit peu, c'est ce que faisaient d'ailleurs Balbus et Hawley dans les années 90-2000. Ils avaient un modèle de disque d'accrétion où lorsque le champ magnétique, qui est ici poloïdal, est assez fort, c'est-à-dire qu'il y a une pression, vous pouvez comparer la pression du gaz thermique
donc kT, et puis la pression magnétique. Donc si la pression magnétique est beaucoup plus grande, à ce moment-là, le disque peut s'évaporer par la pression magnétique et remonter ici. Donc vous avez des moyens magnétiques de faire une couronne qui est nécessaire pour expliquer le rayonnement observé. Puis ensuite, vous pouvez avoir des flots ici. Donc dans cette couronne, il y a sans doute des boucles magnétiques qui, lorsqu'elles se viennent en reconnexion, vont sans doute redonner de l'énergie à la couronne. Donc cette couronne est chauffée par ce genre d'énergie. Vous avez quelque chose de très turbulent et où l'énergie s'échange. Vous avez cette énergie jusqu'à équipartition, c'est-à-dire que l'énergie magnétique va être égale à l'énergie cinétique qui, elle, est égale à l'énergie gravitationnelle. Donc vous avez l'échange de toutes ces énergies et on pense que cette couronne est alimentée par cette énergie-là. Alors pourquoi on a besoin de cette couronne, qui est ici symbolisée en bleu, au-dessus de 10 accrétions? C'est exactement pour expliquer tous ces rayonnements de X très durs que l'on observe et qui ne peuvent pas venir du disque. Donc vous savez qu'en laboratoire, on appelle effet Compton lorsqu'on envoie un photon très énergique sur un électron, donc on donne de l'énergie à l'électron. Ici, c'est inverse parce que c'est le photon qui va être accéléré par l'électron. L'électron est très relativiste dans cette couronne qui a des millions de degrés. Donc c'est l'électron qui donne l'énergie au photon. Le photon est déjà un X mou, il va devenir un X beaucoup plus dur et le télescope va pouvoir l'observer. Alors il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'on observe des rayons X polarisés. Donc on a non seulement dans la couronne ici qui représente là autour du disque, il y a une émission primaire de rayons X qui vient de ces rencontres photons-électrons, mais aussi on a des réflexions de tous ces rayons X qui vont rencontrer le disque et qui vont repartir vers l'observateur. Alors ces réflexions, elles sont nécessaires parce que vous pouvez avoir dans une réflexion polarisation de la lumière, et c'est effectivement ce qu'on voit. Elle est polarisée, et on ne doit pas avoir quelque chose qui est uniquement sphérique, car si vous avez plusieurs réflexions dans tous les sens, ça va se randomiser, et donc vous n'aurez plus aucune direction privilégiée. Donc il faut absolument qu'on ait un disque ou un tor, quelque chose qui soit non axisymétrique, pour que la réflexion, à la fin, soit polarisée. Donc on a pu ainsi déduire de certaines galaxies âgées qu'on avait bien un tor ou un disque grâce au taux de polarisation des rayons X. Alors je vais terminer par aussi une extension du modèle ADAF, en fait, par Adios. D'ailleurs, c'est presque la fin, donc c'est tout à fait adapté. Qu'est-ce qu'un Adios, en fait? Un Adios, c'est un flot adiabatique aussi, mais avec de l'outflow. Alors pourquoi on a un outflow tout d'un coup? C'est qu'on a ce paramètre d'énergie qu'on appelle le paramètre de Bernoulli, qui est en gros l'énergie par unité de masse. Donc vous avez l'énergie cinétique, vous avez l'enthalpie, c'est l'énergie de pression, et l'énergie gravitationnelle. Normalement, ce nombre de Bernoulli est négatif, c'est-à-dire que vous êtes lié au trou noir par la gravité et vous allez tomber. Et si tout d'un coup vous chauffez, dans un ADAF, on a vu qu'on chauffait énormément, puisque toute l'énergie ne pouvait pas être rayonnée, donc vous allez chauffer votre milieu. Il arrive à un moment donné que BE soit positif et le gaz n'est plus lié et s'en va. Et donc vous avez des outflows. On a vu dans le centre de la galaxie, là où on a le Soleil, on a vu par le télescope Gamma Fermi qu'il y avait une bulle de gaz. On pense qu'en effet, ce phénomène a sans doute produit, puisqu'on a un ADAF. Donc on a du gaz très chaud qui s'en va et qui peut former ces outflows. On pourrait aussi avoir de la convection. Enfin bon, ça c'est une autre variante de l'ADAF. Donc que l'ADO soit plus fréquent, c'est simulé dans cette simulation-là. Vous voyez un petit peu le trou noir et la turbulence que vous avez dans cette simulation. Et lorsqu'on regarde les vitesses, on voit qu'il y a beaucoup de gaz qui s'échappent. Donc on a vraiment... Donc il y a deux choses. Soit vous ne rayonnez pas. Pourquoi? Parce que peut-être tout le gaz chaud arrive au trou noir, ou peut-être parce que simplement il est tellement chauffé qu'il s'en va, il s'évapore. Même le trou noir ne grossit pas. Donc vous avez deux façons. Soit le trou noir grossit, soit le trou noir ne grossit pas. Et dans les deux cas, vous n'avez pas de rayonnement. Ok, donc je vais conclure ici. Donc on a bien vu maintenant comment on pouvait poser les trous noirs, soit de façon directe avec le gaz et les étoiles. On a vu les problèmes associés aux deux. Et puis, lorsqu'on a un trou noir actif, on peut le regarder sa variabilité, regarder par une carte de réverbération. Et on apprend encore d'autres choses sur le disque d'accrétion. Et on a vu que les disques d'accrétion, il y en avait de plusieurs types. Le disque mince avec des
une émission optiquement épaisse, donc de rayonnement de corps noir. Et puis, pour les trous noirs qui n'accrètent plus beaucoup, donc aujourd'hui, notre galaxie et tous les trous noirs dans les galaxies voisines, on pense qu'il s'agit d'ADAF lorsque le rayonnement est très inefficace, ou alors de Helios. Merci beaucoup.